Hello, salut, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Si tu me découvres via cette vidéo, salut, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif, touche à tout, et je documente ma semaine de travail et d'exploration artistique et créative, et notamment, je documente également la création de mes différents business, ou en tout cas de mes essais de business, autant que mes créations personnelles, etc. Donc si voir l'évolution de tout ça t'intéresse, ben abonne-toi. Et pour ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière et qui se demandaient, j'ai offert les boucles d'oreilles ce matin à ma femme, elle les a adorées. Moi qui n'étais pas 100% sur du design, elle les a vraiment adorées, plus que certaines autres, clairement ça se voyait. Mais du coup là je vais essayer de me mettre un petit coup de pied aux fesses en travaillant sur mon clavier, qui n'est pas un projet voilà, à grande ampleur, qui n'a pas vocation à être vendu ou quoi que ce soit pour l'instant. C'est vraiment juste qu'il faudrait que je me refasse un nouveau clavier. Du coup, on s'était laissé avec cette 3D il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça commence un peu à dater, parce que j'en ai plus parlé pendant quelques temps. Mais on s'était laissé, hop, avec du coup cette 3D. J'ai commencé très rapidement off caméra un de ces jours, juste pour me remettre un tout petit peu dans le bain, dans KiCad, afin de créer le PCB, le wiring, etc., etc. Mais vous voyez que c'est encore vide, j'ai rien, j'ai juste sorti le microcontrôleur que je vais utiliser, à savoir un Raspberry Pi Pico, et un switch et une diode, et voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai une petite vidéo tuto à côté pour me remettre dedans, parce que comme dit, je connais un peu, j'ai déjà fait pour mon précédent clavier. Enfin, j'avais déjà travaillé dans KiCad pour ce clavier-là, mais finalement je ne l'avais pas utilisé parce que je n'avais pas créé de PCB. J'ai fait un câblage à la main. Mais donc voilà, ce que je vais tout simplement faire là, c'est que je vais prendre le petit temps qui me reste pour essayer de bosser un peu dans KiCad le clavier. Je vous montre un petit truc que j'ai fait, un petit truc complètement hors sujet, complètement perso, pas du tout à visée professionnelle particulière ni rien. Ça fait des années que je vois des artistes, notamment des illustrateurs, des dessinateurs de BD, etc., sur Instagram ou autre, faire des petites BD de leur quotidien, si tu veux, ou en tout cas inspirés de leur quotidien. Et j'ai toujours adoré ce genre de micro BD, micro moments exagérés et tournés à la dérision pour en faire une mini BD. Mais j'ai jamais réussi à en faire ni rien, notamment parce que de un, le dessin de personnage, c'est à l'opposé de tout ce qui est facile pour moi. Genre vraiment, tu me dis, faut dessiner des pièces mécaniques pendant 100 jours d'affilée, je te dis ouais, ok, c'est quoi les pièces, donne-les-moi, vas-y, je te les dessine. Mais dessiner des personnages, c'est vraiment le truc dans lequel je me sens pas du tout à l'aise. Bien que je trouve ça chouette, le chara design, mais je me sens pas à l'aise dedans. Alors en plus, il faut raconter une histoire, laisse tomber. C'est vraiment les deux trucs, c'est à l'opposé complet de qui je suis. Mais ça me titille quand même un petit peu, notamment quand je vois ce genre de truc. Et du coup là, ça fait 2-3 jours que j'y repensais, et du coup j'ai essayé de repartir de 2-3 moments que j'ai vécu dans ma vie récemment, de les tourner, de les exagérer, de les changer, de les modifier pour que ça se fasse quelque chose d'un minimum intéressant à raconter. Et du coup là, j'ai juste pondu la toute première micro BD comme ça en 3 cases. Je vais certainement vous les afficher, hop, là, à côté. Mais voilà, petit projet entièrement perso, cool, fait ce week-end tranquillement. Voilà, j'en referai peut-être d'autres. J'ai 2-3 autres idées de micro-histoires comme ça que je m'étais déjà noté de côté. Donc peut-être que je m'amuserai de temps en temps à en faire, je sais pas trop. Ça n'a pas pour but de faire quoi que ce soit de plus que ça, tu vois, mais voilà. Ça, c'était le petit sujet léger de ce mardi matin. Sinon, hier, j'ai travaillé sur le clavier, donc dans KiCad, etc., pour pouvoir faire le PCB. Et en fait, je tombe très vite sur un problème, qui est que la version simple de faire un clavier, avec un PCB ou avec du câblage entièrement à la main, peu importe, c'est que du coup, parce que le PCB finalement c'est juste du câblage, mais
entièrement fixe dans une plaque, tu vois. Mais ça revient à la même chose. Donc l'idée, c'est que tu as ton câblage, et puis après, il faut un cerveau à ton clavier, il faut un microcontrôleur. Et le microcontrôleur, en fait, la version la plus simple de faire un clavier, c'est que tu as ton câblage et tu achètes un microcontrôleur, donc qui est un petit circuit imprimé, une petite board toute prête, qui contient les bonnes résistances, la mémoire, la petite puce qui sert de cerveau, ça contient également le port USB, etc., etc., tu vois. Et puis ça, du coup, si maintenant tu fais ton câblage à la main avec des fils entre tes touches, et à la fin de tes colonnes et de tes rangées, tu relis tous ces fils à ce microcontrôleur, et puis du coup, c'est bon, c'est là-dessus que tu peux mettre ton fichier qui fait les touches de ton clavier, etc., et puis il fonctionne. Tu peux y brancher ton USB, etc. Si tu fonctionnes avec un PCB, tu peux faire pareil, tu peux prendre un de ces microcontrôleurs tout fait, tout prêt, comme le Arduino Pro Micro, le Raspberry Pi Pico, etc. Il y en a plein, tu vois, il y a plein de marques qui font ce genre de petites boards, de petits microcontrôleurs. Et notamment, moi, j'aurais bien souhaité utiliser le Raspberry Pi Pico, ou un équivalent, il y a une autre marque qui le fait beaucoup moins cher et en USB-C. Sauf que le problème, c'est qu'il faut de la place sur le PCB pour faire ça. Parce que typiquement, hop, si là je prends un vrai grand clavier juste pour pas démonter le mien, si j'ai un microcontrôleur qui prend globalement la place de 2 touches par 3 de haut, donc 6 touches comme ça, 2 par 3, qui prend à peu près cette place-là, je peux pas le mettre là, au niveau du PCB sous les touches, puisque du coup, il va rentrer en interaction et il va se cogner dans les switches, dans les touches et dans le câblage qu'il y a sur le PCB, etc., tu vois. Donc c'est pas possible. Et c'est pas juste une question de hauteur, il suffit de le mettre plus loin. Parce que c'est vraiment, il va rentrer en collision avec l'attache des touches sur le PCB. Donc il faut souvent le déporter, le mettre au-dessus, le mettre sur le côté, etc. Sauf que du coup, ça change entièrement le design du clavier et ça le rend plus grand, etc., etc. Et moi, ça, j'en ai pas envie visuellement. Et de deux, le moins moche visuellement, ce serait sur le côté ou au milieu entre les deux groupes de touches, et parce qu'il y a plus ou moins le groupe de touches main gauche, groupe de touches main droite, tu peux éventuellement les écarter un peu, ce qui rend même le clavier plus ergonomique, et au milieu tu laisses un petit espace équivalent de 2 touches à peu près, ou une touche et demie, et dans lequel en fait c'est ici que tu vas mettre le microcontrôleur, tu vois, et donc la prise USB par le dessus. Ça fonctionne, sauf que du coup, je vais pas pouvoir imprimer les pièces pour mon clavier. Parce que l'imprimante fait du 25 cm au maximum. Actuellement, je crois le clavier que je veux faire tel quel, il fait à peu près 24 ou 24,5, un truc comme ça au total, avec toute la case dans laquelle ça rentre, etc. Mais du coup, si je rajoute à ça 25 mm, donc 2 cm, 2 cm et demi, pour laisser la place pour le microcontrôleur, en fait, je peux plus imprimer en une seule pièce la case, etc. Donc, c'est un problème à ce niveau-là aussi. Et la seule autre manière de faire ça et de ne pas avoir ce problème de place, c'est en fait ces boards-là, ces microcontrôleurs, c'est rien d'autre qu'un assemblage de une puce. En l'occurrence, ici, c'est la puce RP 2040 que je souhaite utiliser, et la plus commune pour ce genre de truc. Et après, par contre, il faut du coup un port USB, il faut des résistances ou des potentiomètres, moi j'y connais rien du tout, hein. Il faut une mémoire flash, il faut plein de petits composants passifs à relier ensemble d'une certaine manière, etc., etc. Mais par exemple, Raspberry Pi qui a développé, enfin je crois que c'est eux qui ont développé le RP 2040, qui est donc cette puce, donc le cerveau principal de la grande majorité de ce genre de microcontrôleurs. Ils te donnent toute une documentation, ils te disent comment créer ta propre board de microcontrôleur, tu vois, histoire que tu puisses chercher toutes les petites pièces, tous les petits composants électroniques toi-même. Tu les câbles comme eux ils te le disent et c'est bon. Et du coup, en faisant ça comme ça, et c'est comme ça que les gros claviers industriels de grosses marques, comme celui que j'ai montré à l'instant, sont faits en fait, hein. C'est que sur le PCB, il y a plein de petites places dispo entre les touches du clavier, tu vois, entre les switches. Et en fait, tu étales tous tes composants qui font ta board, ton microcontrôleur,
tu les étales un petit peu tout partout là où tu peux, où tu as de la place, et puis tu fais le chemin de câblage sur le PCB qui les relie, de sorte à ce que tu as un microcontrôleur, sauf qu'il est éclaté, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu n'es plus gêné par la place. Tu as juste le port USB en haut qui dépasse, et puis voilà. Sauf que ça, il faut un minimum s'y connaître ou avoir envie de se plonger dedans. C'est vraiment, du coup, c'est de l'électronique, c'est du câblage de plein de petits composants, etc. Il y en a vraiment pas mal quand même. Et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose que je sais faire. Ça me dépasse là, en tant que tel, ça me dépasse tout de suite. Il faudrait que je regarde des vidéos qui en parlent, que je lise des documentations, que je m'y intéresse vraiment. Et en vrai de vrai, de vous à moi, je crois que j'ai pas la motivation. Enfin, pas la motivation, c'est pas vrai. J'ai pas l'énergie à mettre pour apprendre et découvrir et m'en sortir et comprendre tout ça. Alors que derrière, tout ce que moi je veux faire, c'est mon petit clavier à moi. Tu vois? Si encore j'avais l'ambition, là maintenant, de faire, je sais pas, ma marque de clavier ou j'en sais rien, à la limite, ouais, je peux comprendre, mais j'en suis pas là, en tout cas pas là maintenant, tu vois. Je pense pas avoir grand chose d'intéressant à ajouter dans le monde des claviers qui existe déjà, si ce n'est que passez tous en ortholinéaire. S'il vous plaît, passez tous en ortholinéaire. Il faut arrêter avec les claviers en diagonale, là. Ça n'a aucun sens. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Du coup, voilà, je me retrouve un tout petit peu coincé. Du coup, l'option que j'espère trouver depuis hier soir, mais j'ai pas encore trouvé, c'est en fait, je vais essayer de fouiller GitHub pour trouver des claviers open source qui, justement, proposent des fichiers KiCad, donc le logiciel qui permet de faire les PCB, d'un clavier qui a un PCB, dans lequel en fait il utilise la puce que je veux utiliser, donc la puce RP2040, mais de manière, comme je le disais, éclatée sur le PCB. Et comme ça, je me dis que en fait, si je récupère ça, juste je récupère son câblage et ses éléments, ses différents composants, je peux juste les réorganiser comme moi je veux pour que ça corresponde à mon PCB, mais je garde leur câblage, etc. Tu vois. Bref, je vais peut-être essayer de trouver un truc comme ça. Et encore, ce qui est pas sûr, c'est que même si je trouve ça, que j'arrive à le faire, à l'intégrer à mon clavier, etc., si ça se trouve, après, quand je vais aller sur le site de JLC PCB, par exemple, pour créer le PCB, ça se trouve, je vais me rendre compte qu'en fait, faire un PCB comme ça, où la boîte qui te fait le PCB, parce que c'est aussi l'idée, hein, c'est aussi qu'elle prenne directement tous les composants, qu'elle te les mette directement sur le PCB, qu'elle te les soude, etc. Bref, que tu reçois vraiment un PCB fini, si tu veux, que j'ai rien à rajouter. Mais il y a des chances que ce soit ultra hors de prix, tu vois. J'en sais rien. Donc c'est potentiellement ça, mais avec, comme dit, peut-être la surprise que, ah ouais, en fait, il faut que je mette 60 € dans un PCB. Tu vois, j'en sais rien. Il y a une autre option, mais qui me plaît moins, on va dire, c'est que j'arrive à mettre mon microcontrôleur tout prêt, donc un Raspberry Pi Pico par exemple, donc une board tout prête que j'achète, j'arrive à la mettre en dessous de mes touches uniquement si je n'utilise pas de hot swap. Les hot swap, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits trucs qu'on soude à l'arrière du PCB. Et en fait, quand on vient mettre un switch de clavier du coup dans le PCB, dans les trous, on le rentre dedans, et on n'a pas besoin de le souder à l'arrière, il est coincé dans ces petits hot swap qu'on a collés à l'arrière, qu'on a soudés à l'arrière. Et du coup, on peut enlever et changer les switches à la volée, comme ça, juste en les clipsant, déclipsant. Donc c'est ultra pratique si t'en as un qui casse, si t'en as un qui fonctionne pas d'usine ou je sais pas quoi, ou si t'as envie de les changer pour tester une autre frappe, t'enlèves tes switches et puis t'en mets d'autres et c'est réglé. T'as pas à dessouder et ressouder les switches, tu vois. Mais par contre, ces petits sockets hot swap, ils prennent un peu plus de place sur le PCB à l'arrière, et c'est eux qui empêchent que je mette directement ma board Raspberry Pi Pico derrière le PCB. Donc si je les enlève et que je soude à la main les switches sur le PCB, là normalement j'ai la place d'y rajouter et d'y souder mon Raspberry Pi Pico. Donc je sais pas encore là tout de suite ce que je vais faire. Je vais peut-être m'orienter vers cette deuxième solution là, qui est la solution pas la plus propre, pas la plus professionnelle on va dire, mais voilà, qui juste pour moi là maintenant fonctionnerait très bien je pense, tu vois. Donc on va voir. Mais du coup, ça fait que je sais pas trop quoi faire, parce que du coup j'ai plus rien de très concret là maintenant à faire. Parce que j'ai besoin que ça mûrisse un peu dans ma tête, que je prenne cette décision.
Mais du coup, ça fait que j'ai peut-être envie de discuter un peu de pas d'autre chose, mais juste de discuter un peu plus et que le vlog de cette semaine, finalement, soit peut-être juste un peu ça, un peu de discussion, de réflexion artistique. C'est que je me retrouve, comme j'en ai déjà parlé par le passé, je me retrouve un peu perdu là en ce moment, perdu dans ma vie créative et artistique, dans ma vie professionnelle. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas dans quoi m'orienter, je ne sais pas sur quoi me focus pour gagner ma vie. Je précise pour gagner ma vie parce que là, je suis pas en train de parler d'un truc que j'ai envie de faire quand j'ai du temps libre en tant que loisir. Aller faire du vélo, c'est un loisir, tu vois, pour moi. Jouer à Street Fighter, c'est un loisir. OK. Mais par contre, je n'arrive plus. Ça fait tellement longtemps que je travaille dans la création, parce que là, en ce moment, je travaille pas dedans comme un salarié ou comme un indépendant qui a plein de clients, et cetera. Je suis principalement père au foyer et j'essaye de m'y remettre. Mais historiquement, je travaille dans la création, alors professionnellement depuis que j'ai 20 ans. Là, j'en ai 40, le mois prochain. Donc depuis que j'ai 20 ans, je travaille littéralement dedans et je ne fais plus que ça je ne fais que de la création de ma vie depuis que j'ai 16-17 ans. J'ai arrêté le lycée entre 16 et 17 ans pour intégrer une école d'art privée avant d'avoir fait le bac. J'ai pas fait mon bac du coup. J'avais 17 ans quand je suis rentré dans cette école et depuis du coup je ne fais que ça. Dessin, graphisme, peinture, 3D, etc., etc. Du coup, moi j'ai complètement oublié ce que c'est l'idée même que de pouvoir faire par exemple du dessin ou un truc créatif pour son loisir, pour son plaisir. Pour moi, c'est plus du tout ça. C'est des choses que j'aime faire, dans lesquelles je me sens bon et à l'aise et intéressé. Et j'ai toujours cette envie et ce drive que j'avais quand j'ai découvert tout ça à mes 15-16 ans. Mais par contre, pour moi, c'est ça mon taf, tu vois. C'est ça ma vie, c'est ça que je suis censé faire. Je suis censé gagner ma vie avec ça. Je me vois pas faire autre chose et faire ça à côté, tu vois. Mais du coup, par contre, ce que je suis en train de réaliser en ce moment, et du coup, ce qui génère pas mal de réflexions et de questionnements, c'est que j'ai toujours cherché, euh, c'est qu'en fait, je suis peut-être pas obligé de gagner ma vie avec ma passion créative. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut très bien imaginer qu'en fait, je crée par exemple un business d'impression 3D pour créer des prototypes pour des startups qui veulent développer un projet, tu vois, et ils ont besoin d'un prototype physique pour, euh, pour itérer un peu la forme, le volume, etc., etc. J'en sais rien. C'est une idée de business parmi tant d'autres que j'ai. Moi, je suis pas forcément passionné par ça, passionné par les startups qui développent un truc ou quoi. Je connais personne là-dedans. Voilà, ça m'attire pas plus que ça, tu vois. Mais par contre, ça serait un business créatif que je crée moi-même et qui pourrait peut-être me faire vivre. Et à côté de ça, si j'ai envie de faire de la calligraphie, des petites BD là comme je le montrais avant, et ça du coup je peux le faire à côté pour me faire plaisir, tu vois. Donc c'est ça que je suis en train de réaliser, c'est qu'il y a peut-être un entre-deux entre les deux extrêmes qui ont toujours été dans ma tête jusqu'à maintenant, à savoir l'extrême 1, t'as un boulot purement alimentaire, t'es caissier au Carrefour du coin, et puis à côté de ça tu fais de la peinture, du dessin, de la 3D, ce que tu veux, un truc créatif pour ton plaisir. Ou alors de l'autre côté, et j'avais toujours l'extrême de non mais il faut que je trouve ce que moi perso je kiffe faire. Imaginons c'est je sais pas moi, dessiner des vaches dans des prés, tu vois, j'en sais rien. Et alors faut que je fasse ce genre de tableau et puis un jour ça va percer, je vais réussir à trouver une galerie qui veut bien m'exposer et puis il y a des collectionneurs qui vont trouver ça cool et puis voilà. Et du coup je vais vivre vraiment de ce que je kiffe faire. En fait ça c'est un peu les deux extrêmes, tu vois. Et je suis en train de comprendre, d'intégrer que peut-être il y a un entre-deux, que je peux peut-être vivre, faire mon propre truc, faire mon propre business, ce qui est important pour moi, vivre de quelque chose de créatif, de quelque chose dans lequel je m'épanouis et je suis bon et il faut réfléchir comme ça et trouver des solutions, etc. Bref, un truc créatif dans mes domaines, dessin, peinture, 3D, photo, prototype, impression 3D, bref, tous ces trucs-là que j'aime faire et qui m'attirent, tu vois. Mais sans que le service que je provide aux clients soit ma passion. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça se trouve, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je cherche. Et du coup,
se dire tout ça et réaliser tout ça, ça a un autre effet qui amène encore plus de questions qu'avant. C'est que du coup, là, je suis pas en train de chercher, OK, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimerais trop faire tout le reste de ma vie? Je suis en train de me demander, OK, qu'est-ce que je pourrais faire comme business, idéalement B2B, ça veut dire vendre un service à d'autres professionnels qui leur soit utile, soit parce que ça leur fait gagner du temps, soit parce que ça fait quelque chose qu'eux ne savent pas faire mais dont ils ont besoin, soit parce que ça leur fait gagner de l'argent directement. Que je peux vendre suffisamment cher, pas dans l'idée de devenir riche à millions, parce que ça j'en ai vraiment rien à faire. Moi, ce dont j'ai absolument besoin en fait pour être bien, c'est de pouvoir gagner correctement ma vie en faisant quelque chose que j'aime plutôt bien, tu vois, quelque chose de créatif, etc. Et qui en même temps me laisse du temps libre entre les différents projets clients, entre les différents trucs que je vends. J'en sais rien est-ce que ce sera un truc, voilà, je sais pas ce que je vais faire, donc je sais pas encore comment ça va s'articuler, mais je veux pas un truc qui occupe 35 heures semaine toutes les semaines, tu vois? Ça, je veux pas. Je suis prêt à gagner moins que quelqu'un qui ferait ça full time, full non-stop, mais parce que pour moi, c'est trop important que d'avoir des temps libres entre les missions, des temps de creux, des temps pour penser à autre chose, pour faire autre chose, etc. J'en ai vraiment besoin pour ma santé mentale à moi, en fait, tu vois? Du coup, je réfléchis beaucoup à tout ça en ce moment, à qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux trouver comme idée de service ou de produit ou de quelque chose que je puisse vendre relativement cher, entre guillemets, parce qu'en B2B, c'est vite pas cher, tu vois? Je veux dire, si je te dis, j'ai un service, que toi, dans ton business, bah, en fait, tu serais trop content d'avoir si je te le proposais, que ça coûte 3 000 €. Si c'est quelque chose qui t'aide vraiment, qui te fait gagner du temps ou de l'argent, tu vas dire: «Bah ouais, grave, tu un business, lâcher 3 000 €, c'est pas du tout la même chose que lâcher 3 000 € en tant qu'individu propre», tu vois? Pour un business qui fait de l'argent, qui tourne, lâcher 3 000 € pour en gagner encore plus ou pour gagner du temps, mais c'est vas-y, tiens, je te le donne, tu vois? Du coup, il faut trouver un truc qui peut être dans ce genre de prix à peu près et qui a une telle valeur ajoutée qu'en fait, c'est pas parce que je vais y passer 3 mois dessus, tu vois? C'est au contraire que moi, ça va me représenter, 1 ou 2 semaines de boulot, mais que je vais pouvoir vendre à peu près autour des 3 000 € par exemple, heu, facilement parce que ça a un gros intérêt pour le client derrière, tu vois? Mais que moi, ça me représente pas plus de travail que ça en termes de temps. Hem Et comme ça, en fait, je suis pas obligé d'en avoir trop souvent de ce genre de clients, ce qui peut permettre d'avoir des grosses plages de temps libres entre les 2. C'est un peu ça le rêve pour moi, en fait. C'est d'avoir de temps en temps, heu, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un truc comme ça, pouvoir rentrer 3 000 €, 4 000 € ouais, sur 2 3 mois. Moi, je suis largement bon. Moi, ça me suffit largement. Je suis aux anges, vraiment, hein. C'est largement suffisant. Si tu l'étales sur du 3 mois, ça revient à être payé, je sais pas, 1 600, 1 800 pour un salarié tous les mois, tu vois? Donc c'est pas un énorme salaire, mais par contre, c'est le fait de condenser ça sur des temps de travail bien plus courtes, parce qu'en fait, il y a une valeur ajoutée bien plus importante. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais du coup, je cherche un peu tout ça et ces recherches, en fait, passent par plein d'idées très différentes et là où je me retrouve coincé, c'est que j'ai aucune idée de comment choisir. Parce qu'en fait, le truc de base qu'on peut se dire, bah, c'est simple, tu essayes un peu un pendant quelques mois, ça marche, c'est cool, ça marche pas, c'est pas tu changes et puis tu en essaies un autre. Ouais, sauf que pour l'instant, les idées intéressantes que j'ai ou que je pense être intéressantes, mais c'est pas du tout sûr, en fait, c'est souvent que ça demande, un investissement. Soit en temps parce qu'il faut, apprendre ou développer certaines techniques ou se faire un fake portfolio et cetera ou un démarchage qui va être beaucoup plus long et c'est sûr vu le domaine et donc c'est plutôt ça va prendre genre, 6 mois, 1 an, tu vois? Avant d'avoir le moindre retour valable de est-ce que ça vaut le coup d'aller dedans ou pas? Ou alors c'est des choses, qui nécessitent plutôt un investissement,
de matériel et donc il faut acheter des choses, etc. Sauf que si maintenant je te dis, ok, bah, pour ce business-là, il faudrait d'abord que je m'équipe et que ça va me coûter 3000 € de matos, bah, à l'heure actuelle, ne gagnant pas ma vie, ne gagnant quasiment pas d'argent ou pas beaucoup, bah, sortir 3000 € pour espérer que dans un an, j'arrive à faire un business qui en vit, c'est difficile, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, genre, je sais pas. Et mes idées, elles passent par tout et n'importe quoi, hein. Vraiment, je vais dire des idées que j'ai déjà eues. Je dis pas du tout que je suis en train d'y penser et que je veux les faire. Juste, c'est des idées que j'ai réellement déjà eues, sur lesquelles j'ai déjà un peu plongé ma tête et mes réflexions. Mais ça peut passer, comme je le disais avant, d'un truc qui est très ancré dans ce que je sais faire là maintenant, à savoir de la modélisation 3D et de l'impression 3D. Et du coup, bah, qui est-ce qui a besoin de ça? Bah, je m'étais dit, peut-être que des startups qui doivent développer un produit physique, elles ont besoin du coup de faire des prototypes, d'itérer dessus, de faire des modifications, etc. Et l'impression 3D libère la création de prototypes parce qu'elle le rend ultra pas cher, ultra rapide, ultra facile à modifier, à itérer, etc. etc. Du coup, ça vraiment c'est un truc où je me dis, j'ai peut-être une vraie carte à jouer, j'ai une valeur très importante à apporter à ce genre de personnes. Mais par contre, je me retrouve un peu coincé par deux trucs. Alors, ne connaissant pas trop le domaine des startups, je sais juste que en France, les startups hardware, donc qui développent des produits physiques, par exemple, cette télécommande, une souris de clavier, enfin une souris d'ordinateur, etc., etc., ou même la gourde, tu vois, il y en a peu en France. Alors peu, ça veut pas dire si tu es bien intégré dans cette niche, tu auras des clients. C'est pas ça. Mais pour y rentrer, ça va être pas mal difficile parce qu'il y en a très peu, parce que le hardware en France est tout bêtement difficile de base. Je sais que j'ai souvent entendu parler des entrepreneurs français qui disaient clairement que le hardware en France est difficile. On est beaucoup plus habitué. Par exemple, les levées de fonds, les business angels, les fonds d'investissement, etc., investissent beaucoup plus dans des solutions logicielles, etc. Dans le hardware, il y a moins d'investissement, il y a moins d'argent, ça se fait moins par chez nous. Donc déjà, il y a ça, mais il y a aussi le fait que j'arrive pas à concevoir à quel stade une startup a à la fois suffisamment d'argent pour payer mon service de prototypage rapide, express, pro, et en même temps besoin d'un prototype. Parce qu'en fait, je me dis que si tu crées, par exemple, si je suis en train de créer, j'ai une super idée là, de bouchon pour ces gourdes là comme ça, et donc je veux créer cette startup qui va lancer ce genre de truc, je veux faire un brevet là-dessus, je veux créer des prototypes et tout là-dessus, soit je suis moi-même capable de concevoir ça, et dans ce cas-là, j'ai pas besoin de quelqu'un pour la modélisation 3D, j'ai pas besoin de quelqu'un pour l'impression 3D, parce que même si j'ai pas d'imprimante 3D à la maison, mais que je sais le concevoir, parce que c'est mon idée, j'envoie les fichiers 3D que j'ai conçus à des services d'impression 3D en ligne, et pour 10 € derrière, j'ai mon capuchon qui revient à la maison, tu vois. Donc, si je suis à l'origine d'une création hardware, en général, j'ai les connaissances, ou j'ai accès aux connaissances ou aux imprimantes 3D pour faire moi-même mes propres prototypes. Donc dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'un Sylvain qui le fait. Ou alors, je suis quelqu'un qui a juste une bonne idée d'un produit, mais je ne sais pas le faire. Mais dans ce cas-là, tu es tellement tôt dans ton truc, dans ta boîte, si tu veux, qu'il te faut Enfin, c'est pas le moment où tu as de l'argent. T'as pas un business angel qui va dire « Hey, t'as une bonne idée, t'as rien à me montrer, t'as rien à me proposer, je sais même pas si ça fonctionne, je sais pas si ça va être joli, je sais pas si... rien du tout. Mais par contre, t'as une bonne idée, tiens, de l'argent, va faire un prototype, va embaucher un mec qui fait de la 3D. » Ça n'existe pas non plus, tu vois. Une boîte qui va devant un investisseur pour lever des fonds, pour avoir de l'argent et se développer, elle a déjà en général un prototype ou au minimum des très beaux visuels 3D à lui montrer. Et du coup, je me dis, si tu as ça pour aller lever les fonds, c'est qu'avant, tu n'as pas d'argent ou pas assez. Du coup, tu ne dois pas en avoir beaucoup pour pouvoir payer un freelance externe qui aimerait en plus bien se faire payer, donc pas un freelance débutant sortant d'école qui te fait ça pour 500 balles, tu vois. Du coup, tu vois, j'arrive pas à comprendre à quel moment ce genre de personne aurait l'argent
qui justifierait le fait de... Enfin, qui irait avec mon service. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à savoir. Donc, j'ai cette idée que je pense être bonne d'un côté, mais de l'autre côté, j'arrive pas du tout à concevoir est-ce qu'il y a un marché ou pas, en fait. Je capte pas le truc. Et dans des extrêmes complètement inverses, j'ai déjà pensé à... Et finalement, est-ce que c'est peut-être pas dans la 3D, le dessin et tout, que je suis censé faire de l'argent, mais j'aime bien le vélo, comme je le disais. Ça se trouve, justement, plutôt que de partir... Parce que je suis toujours parti de mes skills à moi pour créer, pour réfléchir à des idées de business, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que... Je sais faire ça, je sais faire ça. Comment je peux le vendre, ça, tu vois? Et puis, je me suis aussi dit... notamment parce que pas très loin, dans notre quartier, il y a quelques mois, il y a une salle de jeu pour enfants qui est ouverte. Ben, les 2 fondateurs qui l'ont créée, en plus, c'est pas du tout leur concept à eux, ils ont repris un concept qui existe déjà ailleurs, ils l'ont copié, ils ont ouvert leur salle à eux qui reprend un concept existant, tu vois. Ils ont rien inventé en soi, hein. Je me dis, là, pour le coup, c'est vraiment juste 2 businessmen qui se sont dit, tiens, il y a un marché, on va trouver un financement à la banque ou je sais pas où, et puis on va mettre ses billes là-dedans, on va faire ça, mais on va embaucher des gens pour faire le service dedans, pour travailler dedans, pour être les vendeurs, etc. On va embaucher des gens pour faire le nettoyage, on va embaucher des gens pour construire le truc, etc. Eux, ils sont vraiment que patrons. Ils ont une idée de, tiens, on va faire ce business-là ici parce que je pense que ça peut marcher, et c'est tout. Ils ne travaillent pas activement dans la création de valeur du business. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire un peu pareil, mais avec le vélo? Est-ce que... parce que moi, j'habite dans la région de Strasbourg, et c'est une région où il y a globalement quand même pas mal de cyclistes. Je parle pas, par contre, attention, je ne parle pas de vélo et de cyclisme de la vie de tous les jours. Maison, boulot, travail, tout ça, tu vois. Parce que ça, à Strasbourg, c'est énorme. Il y a énormément de cyclistes, mais par contre, eux, c'est pas du tout le marché que je vise. Moi, je parle de gens qui font du vélo de route, du vélo comme moi je fais. Donc du vélo amateur, mais orienté haut de gamme, loisirs sportifs, etc. Tu vois. Et ça, il n'y a pas trop. Mais j'ai aussi vite compris que la vente de vélo en tant que telle n'est pas intéressante d'un point de vue business. Il y a très peu de marge, t'en vends vraiment pas beaucoup, c'est pas du tout là-dessus que tu te fais de l'argent. Mais c'est juste que je me suis dit, il n'y a pas vraiment de magasin un peu de hub qui rassemble les passionnés de vélo de route, si tu veux, où vraiment tu as envie d'aller là-bas. Parce que j'imaginais tout un truc, tu sais, où tu as de quoi réparer, laver les vélos, mais tu as surtout de la vente d'accessoires, de consommables, de nutrition, de vêtements, etc. Peut-être même, pourquoi pas, faire du bike fitting également, etc. Le seul truc que moi je m'étais dit, je pourrais peut-être éventuellement faire dans ce combo, c'est faire, parce que ça m'intéresse un petit peu, hein, je le ferai certainement juste pour essayer de mon côté un jour, c'est du wrap, du covering wrap de vélo, comme on fait pour les voitures, mais pour le vélo. Mais surtout, il faudrait un aspect aussi, un coin un peu café, où vraiment l'idée ce serait de faire un vrai centre communautaire, si tu veux, des passionnés de vélo de route dans la région, tu vois. Tu pourrais imaginer des événements à organiser, des groupes ride, tu vois, qui partiraient ou qui se finiraient à la boutique ou des trucs comme ça, et du coup forcément ça fait des achats de consommables, des achats de café, etc., etc. Et c'est là-dessus que tu peux te faire du beurre, tu vois. Mais du coup, voilà, je m'étais même dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de complètement différent en allant sur des créneaux un peu comme ça, tu vois? Je sais pas, mais pour le coup, je suis vraiment perdu. Je pense beaucoup au sign painting, à la peinture en lettres d'enseignes, de magasins et de boutiques. J'y pense vraiment beaucoup. Ça fait vraiment partie des business que je me dis, ah, ce serait peut-être quand même vraiment intéressant d'essayer ça. Déjà parce que c'est un métier qui regagne en popularité. C'est un métier artisanal, donc il y a une forte valeur ajoutée. En Alsace, j'ai la chance d'habiter en Alsace, à Strasbourg. L'artisanat dans le coin est de base globalement bien vu, voire valorisé, etc., bien reconnu, tu vois. Donc c'est une région qui s'y prête. Par contre, j'ai énormément de mal à avoir une idée de combien tu peux vendre un projet de peinture d'enseigne. J'ai vu passer de temps en temps des chiffres que je me dis, mais c'est pas cher du tout, tellement que j'ai du mal à comprendre comment en vivre. Tu vois, par exemple,
une petite enseigne, une petite, je sais pas, une petite devanture de boulangerie où tu as écrit boulangerie, pain frais. Il y a quelques écritures, tu vois, il y a le nom et puis 2-3 petites écritures sur les côtés. J'ai souvent vu passer des trucs estimatifs autour des 2 000 – 3 000 €, tu vois? Et tu te dis: «Bah, ouais, c'est cool, tu as peut-être, je sais pas moi, 3-4 jours de peinture, même pas. Bah, 3 000 – 4 000 € c'est vachement bien payé pour, 2-3 jours de peinture». Ouais, sauf qu'en vrai, ça marche pas comme ça. Parce qu'en vrai, tu rencontres le client qui veut refaire du coup sa devanture, écrire le nom et des trucs. Il faut faire avant en fait de faire la peinture. J'imagine très bien que comme tout boulot de création de logo et de branding et d'identité de marque, en fait, il faut d'abord faire des croquis à la main ou des croquis numériques, mais il faut lui proposer des choses typographiques en termes de couleurs, en termes de mise en page, en termes de style visuel global à ton client. Il faut qu'il te fasse des retours dessus. Bref, il y a toute cette conception identitaire d'abord, cette conception typographique qui vient en amont, tu vois. Donc si je passe 2 semaines avec les allers-retours clients à bosser sur son concept typographique, tu vois, qu'ensuite il y a toute la mise en place du chantier, la peinture de la façade, ensuite il faut attendre 2-3 jours que ça sèche, et puis tu reviens et tu as le matos, et tu as ton échelle et ta peinture, et puis tu fais une première partie, puis après il faut attendre 24-48 heures pour que ça sèche, faire la deuxième ou j'en sais rien, tu vois. Et ben finalement, le projet qui te prend 3-4 jours de peinture, en vrai, il est étalé sur 3 semaines, facile, tu vois. Et encore là, je pense que je parle que si tout se déroule assez bien globalement, tu vois. Mais je pense que ça prend au moins ce temps-là, tu vois. Et du coup, là, les 2-3 000 €, ils sont vite ridicules, tu vois, ou en tout cas, ils le deviennent. Parce que du coup, 2-3 000 € pour ce genre de métier, c'est pas 2-3 000 € comme si je fais de la 3D, où j'ai zéro dépense, je suis assis chez moi et c'est tout. Là, tu as du matos, tu as peut-être de la location de camionnette pour aller sur le chantier. Si c'est un truc plus grand, faut peut-être que tu loues des échelles ou des élévateurs que tu n'as pas toi de base. Tu as toute la partie impression en grand format, du lettrage pour pouvoir ensuite t'en servir comme gabarit, etc., etc. Bref, il y a l'achat de la peinture. Il y a plus de frais, tu vois. Donc, sur les 3 000 €, tu vas peut-être en garder 2004, 2005, parce que tout le reste, c'est des frais. Là-dessus, tu enlèves du coup toutes tes charges sociales et tout. Au final, tu as bossé un mois pour 1 400 balles, quoi, tu vois. Alors que. Donc voilà, bref. Ça fait partie des métiers qui m'attirent, mais je sais pas plus que ça. Quoi en faire concrètement ou comment en faire. Il y a tout simplement la calligraphie, mais là pareil, je sais pas trop quoi en faire. Il y a le classique faire des trucs de mariage, etc. Mais je suis pas sûr, je sais pas. À côté de ça, j'ai d'autres idées qui sont pas dans l'extrême comme le vélo, mais qui sont pas à l'extrême de ce que je fais déjà non plus comme de la 3D, qui sont un peu entre les deux, qui sont par exemple de la photo. Mais de la photo, en fait, j'ai un type de photo très particulier en tête que je rêverais de faire pour moi. Parce que moi, je kifferais trop voir ça. J'en ai vu une fois, en fait, il y a une personne que j'ai vu faire ça, je l'ai vu en parler dans une interview sur YouTube, mais c'est tout. J'en vois pas des photos comme ça. Alors si ça se trouve, c'est parce que ça intéresse personne à part moi. Je suis le seul con qui est attiré par ce genre de photos. Mais c'est des photos, je sais pas si je vais réussir à l'expliquer. C'est des photos d'objets ou de petits produits, si tu veux. Ça va pas être voilà, une photo d'objets ou de petits produits. Par exemple, je pourrais photographier cette gourde à la limite ou cette télécommande. Mais c'est pas de la photo de produit comme on a l'habitude de l'entendre. C'est pas de la photo de produit marketing à visée publicitaire, à visée éditoriale. C'est pas une mise en scène avec une jolie lumière. C'est pas avec des jolies couleurs. C'est pas une mise en scène pour valoriser la beauté d'un produit, son efficacité ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est pas du tout de la photo de produit, ok? C'est de la photo où je vais effectivement photographier un produit, mais de manière ultra neutre, genre télécommande, fond blanc ou fond de couleur, comme ça, centré, tout bêtement, mais en utilisant une technique de photo qui est généralement plus utilisée dans la photo animalière ou botanique, à savoir la photo avec le focus stacking. Donc c'est le fait de faire tout plein de photos avec un point de focus qui change, et ensuite dans un logiciel de les rassembler en une seule photo, pour qu'en fait
il n'y ait pas d'endroit flou et d'endroit net de la photo, comme c'est traditionnellement le cas. Il y a tout qui est 100% net, mais beaucoup plus net que si tu prenais ton appareil photo et tu mettais f22 et tu prends ta photo. Oui, tout sera net, mais pas pareil. Avec la technique du focus stacking, en fait, et un objectif macro, j'ai oublié de le préciser, il faut un objectif macro et de focus stacking. En fait, en associant tout ça, en fait, tu as une photo ultra détaillée. Genre, si maintenant, par exemple, tu prends une pièce de monnaie en photo avec cette technique et que tu l'imprimes en très grand derrière, en fait, tu vas voir les moindres micro-rayures, le moindre grain de poussière, le petit cheveu qui s'est déposé dessus que tu n'avais même pas remarqué, etc. Tous les détails, en fait, sont ultra visibles. Et ça, tu peux pas l'avoir autrement qu'avec cette technique. Et moi, je me dis juste que je kifferais trop faire ce genre de photos. Déjà parce que la technique m'intéresse. Faire ce genre de... Techniquement parlant, si tu veux, opérer ce genre de photos m'intéresserait, je le sais, je le sens dans mes doigts, si tu veux, beaucoup plus que d'aller faire des portraits, si tu veux. Ça m'intéresse pas, tu vois, ou de la photo animalière m'intéresse pas, d'aller gambader en forêt, d'attendre longtemps, etc. C'est une vibe particulière, tu vois. Bah là, moi, je crois que je me sentirais bien dans mon petit studio photo. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place en plus, pas besoin de beaucoup d'équipement. Avec mon appareil macro, mon logiciel qui fait le focus stacking, etc. Et puis faire ce genre de photos. Je me verrais bien faire ça. Le problème, comme dit, c'est que je n'ai aucune idée de à qui réellement vendre ça. En fait, ça s'apparente presque plus à de la photo d'art qui a pour but d'être imprimée en très grand et exposée dans une galerie, tu vois. Le seul truc que je m'étais dit, parce que la route galerie d'art m'intéresse franchement pas ouf, le seul truc que je m'étais dit, c'est est-ce que il n'y a pas moyen de trouver des entreprises qui ont grossi, ont réussi, qui génèrent pas mal d'argent et qui vivent très bien de leur création, mais qui à la base sont une industrie artisanale. Par exemple, je prends un exemple à la con. Par exemple, je suis en Alsace, donc il y a forcément des pâtissiers, etc., qui font des bretzels, tu vois, enfin des boulangers, etc., qui font des bretzels. C'est quelque chose d'assez... presque une spécialité locale, tu vois, les bretzels. Mais en fait, il y a forcément aussi un espèce de gros industriel, mais local, artisanal, mais à échelle beaucoup plus importante que le petit boulanger du coin, tu vois, qui maintenant vit très bien de ça parce que, je sais pas moi, il fournit tout un tas de restaurants, des hôtels, etc., etc. Et donc, ils ont industrialisé leur truc, mais à la base, c'est des artisans qui font un bon bretzel. Tu vois ce que je veux dire? Mais des comme ça, t'en as plein. En Alsace, il y a aussi, par exemple, il y a les outillages Wurth, qui sont une grosse société d'outillage professionnel. Pourtant, ça part d'un artisan qui fabriquait des vis, ou je sais plus par quoi il a commencé tout au début, vis et boulons, je crois. Et c'est juste que ça s'est grossi, et maintenant c'est une grosse entreprise d'outillage professionnel, tu vois. Mais pareil, dès comme ça, il peut y en avoir plein dans différents domaines, tu vois. Différents domaines artisanaux, mais qui ont su grossir et grandir et gagner en importance. Et du coup, je me dis que eux, c'est des gens qui sont fiers de leur savoir-faire, fiers de leur artisanat, fiers de leurs produits, du coup, qu'ils fabriquent eux-mêmes, tu vois, c'est vraiment leur création. Et vu que maintenant, ils sont gros, ils ont de la thune, je m'étais dit, peut-être que eux, ils seraient fiers d'avoir une belle photo de ce genre-là, parce que c'est le genre de photo qui vient sublimer les moindres imperfections, les moindres détails, la moindre construction, et qui vient du coup mettre en avant même la technicité, la fabrication tactile, même d'un objet mécanique comme une vis, tu vois, par exemple. Et ben en fait, vu que tu verrais les moindres défauts et tout, tu comprends aussi que la vis, certes, elle vient peut-être d'une usine maintenant, elle est peut-être plus faite à la main, tu vois, mais n'empêche qu'il y a un côté artisanal derrière, parce qu'elles ont toutes leurs petites imperfections qui leur sont propres, elles sont toutes uniques en soi à ce niveau-là, tu vois, de regard. Et donc, t'imagines une photo de 1 mètre par 1 mètre, avec une grande vis comme ça, ou un grand boulon, ou je sais pas quoi, tu vois, mais vraiment imprimé, photo d'art, encadré et tout, mais en très très grand format. Je trouve que ça, du coup, dans le hall d'accueil de ce genre de société, d'usine, etc., ça rendrait trop bien et ça valoriserait leur travail, ça les rendrait fiers, etc. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois, tu vois.
Maintenant, est-ce que concrètement, il serait intéressé par ce genre de photos et donc à payer, je sais pas moi, 2 000 € la photo, tu vois? J'en sais rien. J'ai aucune idée. D'autant plus qu'il y a un tout petit, c'est que, comment dire? Il y a un tout petit delta que je peux absolument pas contrôler. C'est que c'est très dépendant, parce que pour ce genre de boîte, bien sûr que sortir 2 000 €, c'est rien, tu vois? Mais si, on va dire, le PDG ou la personne qui est en charge de dire oui ou non à l'achat d'une telle photo, si cette personne-là n'est elle-même pas sensible à une photo ultra détaillée comme ça, qui est là pour sublimer les détails, les imperfections et ouais, chaque micro-détail de l'objet que eux fabriquent, si elle n'est pas réceptive à cette démarche-là, bah elle dira non. Tout bêtement, elle dira bah non, ça me sert à rien ta photo. Par contre, si c'est quelqu'un qui a cette sensibilité-là que j'essaye là de décrire en vidéo, un petit peu comme ce que moi j'ai, va dire ah waouh, ouais non c'est trop bien, et il va se sentir valorisé en fait dans son ego parce que je mets en lumière chaque détail de l'objet que son usine, que sa boîte crée. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ça c'est une idée qui me ferait kiffer, en tout cas, clairement. Et tu vois, je me verrais bien vivre de ça parce que en termes de charge de travail, pour moi, ça représente pas grand-chose. Vraiment, hein. C'est genre, je reçois la télécommande de l'usine qui fabrique la télécommande, tu vois, ils me la prêtent. Je la mets dans mon studio, je la prends en photo, je fais les petites retouches, je fais tout ça. En 1 ou 2 journées max, j'ai ma photo qui est prête. Je l'envoie chez un imprimeur qualité d'art, machin. Ok, 2, 3 jours après, je peux avoir la photo imprimée en méga grand. Ensuite, j'envoie ça chez l'encadreur, pareil, photo d'art, enfin, encadreur d'art, etc. Pareil, 2, 3 jours après, tu peux avoir ton cadre. Alors même s'il faut attendre plus longtemps que ça pour avoir l'impression, qu'il faut attendre plus longtemps pour avoir le cadre et tout, je parle qu'en termes de temps de boulot global, en 1 semaine large, au total, t'as une photo encadrée en grand, tu vois, que tu peux aller accrocher chez le client. Et vu la valeur qu'elle ajoute, tu peux assez facilement te dire que la photo, tu peux peut-être la vendre 1 500, 2 000 €, tu vois. À côté de ça, bien sûr, tu peux également lui laisser les fichiers numériques de la photo pour qu'il puisse en faire autre chose s'il en a envie, ou j'en sais rien, tu vois. Tu peux imaginer plein de choses, tu vois. Mais je me dis que ça, d'un point de vue, pour moi en tout cas, d'un point de vue business, ce serait ultra intéressant parce que de un, je kifferais le faire à mon avis, et de deux, ça me représenterait pas beaucoup de temps de travail pour potentiellement rentrer suffisamment d'argent pour que je sois content, tu vois. Mais c'est juste que c'est ultra dur de savoir. Et, euh, et je me vois pas démarcher des gens à base de oui, bonjour, j'ai une idée, je pense peut-être acheter du matériel et faire ce genre de photos. Est-ce que vous seriez potentiellement intéressé? Ça marche pas, tu vois? C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et en plus, ils peuvent pas du tout se rendre compte du type de photo que c'est et de ce que ça représente si tu viens pas avec et que tu leur ramènes pas un exemple grand format, que tu aurais fait toi-même, tu vois, en perso. À mon avis, c'est le genre de truc où il faut démarcher avec un exemple dans les mains et que tu viennes et que tu leur montres en fait ce que ça fait une photo 1 mètre par 1 mètre d'une vis, tu vois, pour qu'ils se rendent compte en fait de la photo que c'est. Voilà. C'est un peu tout ça que j'ai en tête. J'arrive pas trop à savoir vers quoi je me dirige. Il y a également euh, le fait, là, j'ai offert des nouvelles boucles d'oreilles à ma femme et je lui disais ce matin, tu vois, je suis tellement perdu en ce moment que si ça se trouve, je suis censé faire de l'argent ou je pourrais faire de l'argent sur le seul truc qui n'a jamais été dans ma tête euh, réfléchi comme un business, à savoir tes boucles d'oreilles que je te fais depuis plusieurs années. Si ça se trouve, elle plairait à plein de monde, et si ça se trouve, il y a plein de gens qui aimeraient m'en acheter, je ferais les petits marchés locaux, je vendrais ça sur internet, si ça se trouve, ça marcherait bien. J'en sais rien. Alors ça, ce serait plus facile à tester, on est d'accord, parce que je les ai déjà, les boucles d'oreilles, suffirait de prendre de belles photos et de les poster un peu sur le net et tout. Sauf que là, du coup, c'est un business B2C, comme les bougies. C'est du B2C, comme ce que je faisais avant pour les Gunpla, que j'ai essayé de faire. Et le problème du B2C, donc direct to consumer, donc c'est vraiment, tu vends pas un autre business, tu vends à des gens comme toi et moi, tu vois. Et bien le problème de ça, en fait, c'est que du coup, là, tu ne peux pas vendre quelque chose cher, qui vaut cher. Là, ça va être, je vais vendre un truc qui vaut entre
5 et 100 euros. Et du coup, pour me faire de la thune, eh ben, il faut que j'en vende la race. Il faut que j'en vende énormément. Et pour vendre énormément de trucs pas chers, il faut énormément de visibilité. Pour avoir énormément de visibilité, bah, en fait, à part être ultra visible sur les réseaux sociaux, je vois même plus trop comment tu peux faire, tu vois. Que ce soit avec des pubs payantes ou du viral organique, peu importe. Mais il faut être ultra présent en communication externe comme ça. Réseaux sociaux, blog, tout ce que tu veux. Parce que si tu fais juste les petits marchés locaux, sans communication, réseaux sociaux, c'est possible, mais t'en vivras jamais vraiment, tu vois. C'est de loin pas assez en visibilité et en vente. Donc du coup, là, tu deviens vraiment une marque e-commerce qui est fait la majorité de son chiffre d'affaires via les ventes en ligne. Sauf que pour ça, du coup, faut être visible énormément en ligne. Et du coup, ça passe par la création de contenu, création d'une marque en ligne, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est pas que c'est non red flag, mais c'est c'est comment dire. C'est ce que Ali Abdaal disait dans une vidéo de business, c'est faire du business en mode ultra difficile. Voilà. C'est comme ça que lui disait ça et je trouvais ça cool, enfin je trouvais ça juste. C'est faire du business en mode hard mode, quoi. Donc c'est se mettre énormément de bâtons dans les roues dès le départ, tu vois, c'est un peu ça le truc. C'est pas impossible, mais c'est juste que tu commences en mode difficile, pas en mode facile. Le mode facile, c'est de faire un truc qui peut avoir une grosse valeur ajoutée pour un autre business et du coup, il te paye au minimum 2000 euros pour faire ce business et que faire cette tâche, enfin pour faire ce service et que faire cette tâche ne te prenne pas plus de 2 semaines, tu vois, gros max. Et comme ça, si tu es payé entre 2, 3, 4, 5 000 euros et autant que tu veux, pour faire un truc qui a cette grosse valeur ajoutée pour un business, mais qui toi te prend 1, 2, 3 semaines max, et ben en fait là c'est bon. C'est là, tu vois, que tu fais un bon business. Voilà. Voilà un peu toutes les merdes qu'il y a là-dedans. Mais du coup, je me retrouve un peu à la croisée de toutes ces réflexions, sans savoir comment faire, parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait que j'investisse argent et temps pendant 1 an ou 2 pour tester un truc à fond et me dire ah non, finalement j'ai pas réussi ou finalement ça me plaît pas, pour ensuite aller tester un autre truc et tout. Sauf que au final, si je fais ça avec chaque idée, bah dans 10 ans je suis encore là à chercher s'il n'y en a pas une des premières qui a décollé, tu vois. Du coup, je sais juste pas trop comment m'en sortir. Ouais, je sais pas. Je suis un peu perdu. Par contre, si vous avez des retours, des idées, des conseils, des expériences personnelles dans ces trucs-là, n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui a un business qui pourrait être un de mes clients dans un de ces trucs-là, n'hésitez pas non plus. Bref, je sais pas, je suis preneur de tout. Vu depuis combien de temps je parle à la caméra, je pense que finalement, le vlog de cette semaine, je vais l'arrêter là. Ça risque d'être juste un vlog discussion comme ça, réflexion, c'est limite un podcast à écouter. C'est pour vous donner un peu là où j'en suis en ce moment. Et c'est aussi pour ça que j'avance pas sur les bougies, c'est parce que je sais que les bougies, c'est du B2C qui se vendra pas cher, mais qu'il faudra que j'en vende énormément. Et donc avoir une grosse visibilité. Et donc être ultra présent en création de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Et ça me fait chier, j'aime pas ça. Je sais que tu peux te donner le mal que tu veux, ça pourrait ne pas fonctionner. À l'inverse, il y en a qui se donnent pas beaucoup de mal et ça fonctionne. C'est ultra aléatoire quand même si tu sais un peu ce qu'il faut faire pour que ça marche, mais tu pourrais faire ce qu'il faut que ça marche sans que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je suis un petit peu perdu dans tout ça. C'est sur ce que j'arrête là. Ça fait 40 minutes que je blablate, ça suffit. Puis si j'avance sur le clavier d'ici là, je le filmerai, et puis j'avance. On mettra ça dans le vlog de la semaine prochaine, et puis voilà. Allez, bon week-end, bonne semaine du coup à tous, bon week-end, et puis à la semaine prochaine. Ciao.